Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et comment combattre aujourd'hui la radicalité chez nos jeunes. Un groupe de jeunes de 15 ans a été intercepté par la police qui prévoyait d'attaquer une ambassade israélienne en Belgique. L'affaire a été révélée dimanche dans une enquête du Parisien qui évoque la création d'un groupuscule djihadiste adolescent radicalisé et connecté qui ciblait principalement les Juifs. Philippe. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez déjà eu des doutes sur des adolescents ? Est-ce que vous pensez que notre jeunesse est en danger ? Est-ce que vous pensez, par exemple, que les réseaux sociaux, on sait qu'on peut se radicaliser par les réseaux sociaux, posent problème ? Et disons-le, certains jeux vidéo ultra violents où on peut vider 3 chargeurs de fusil d'assaut sur des humains évidemment virtuels et qui sont en vente libre. Quoi que vous en pensiez, appelez-nous au 0826 300 300. Et pour l'instant, vous dites un grand oui à 73% avec Jackie Bordage qui nous dit « Nous ne sommes pas désarmés, nous nous efforçons de l'être. Ce n'est pas la même chose. » Et notre invité pour en parler, Séraphin Lava est avec nous, professeur en sciences de l'éducation à l'université Toulouse-Jean Jaurès et membre de l'équipe radicalité et régulation de la Maison des sciences de l'homme de Toulouse. Merci d'être avec nous, professeur. Philippe Bilger, sur cette question face à une jeunesse, à des mineurs qui aujourd'hui sont radicalisés de plus en plus jeunes, les solutions? Alors, je comprends bien qu'on souhaite, face à des dérives qui sont tragiquement constatables, se demander si on peut freiner ces radicalisations, notamment chez les jeunes, chez les adolescents. Il y a 2 choses qui me perturbent pour répondre oui, mais je sais que notre expert peut-être nous donnera la clé de tout cela. D'abord, il me semble que les jeunes, tels que vous les évoquez, Cécile, les adolescents, paradoxalement, ne constituent pas un univers de la transparence, mais un univers du secret et de la dissimulation. C'est le moment où la personnalité se fait, où elle se dissimule, elle ne s'exprime pas forcément. Deuxième élément, il me semble que les adolescents et les jeunes, plus globalement, peuvent être victimes d'un certain nombre de dérives qui peuvent tenir, par exemple, à la radicalité du djihad ou à la drogue, à des choses de cette nature qui rendent parfois difficile de démêler à quoi tiennent les dérives. Et donc c'est peut-être cela qui explique qu'on n'est jamais sûr de ne pas se tromper au sujet des jeunes et qu'on peut malheureusement mal faire. Et qu'en pense notre docteur en psychologie, Jean Dorido? Oui, non, j'en pense que c'est une fine analyse que fait Philippe Bilger. Et bon, c'est un fait qu'il y a un gros souci de la montée de la radicalisation chez les jeunes, et c'est d'autant plus, c'est pas très bien pris en compte par les autorités, dans la mesure où on a oublié l'engagement politique radical de la jeunesse. On a connu, à l'époque de mai 68, les Mao, la LCR, pour l'extrême gauche. À l'extrême droite, il y avait des mouvements de jeunesse, Occident, Nouveau et autres. Et en fait, ça fait 50 ans que ça a disparu, ces trucs-là. Et c'est vrai qu'il y a eu toute une jeunesse française qui est devenue, je dirais, un peu molle idéologiquement. Donc on n'était plus, je dirais, affûté, aiguisé par rapport à ce qu'a rappelé Philippe Bilger, cette capacité de la jeunesse à être extrêmement violente et extrêmement radicale. Et là, le problème, c'est qu'on a des personnes qui font le nécessaire pour radicaliser les jeunes, pour aller les chercher sur les réseaux sociaux, pour vraiment les piquer là où ça fait mal et pour les endoctriner. Et ça, on va en parler avec notre invité. C'est un vrai souci quand quelqu'un est devenu radicalisé, de faire le chemin inverse. Arnaud Péricard. Non, ça allait. Je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Jean. Il faut qu'on se réaffûte de nouveau, qu'on se reprépare de nouveau. Et puis, on a des indicateurs, on a des signaux de fragilité. Quand on voit un gamin qui arrête, par exemple, le football ou le sport à l'âge de 12 ans, et c'est à partir de ces âges-là, et moi je vois 12-13 ans, ce sont des âges où les gamins commencent à tomber dans une primo-délinquance. Et c'est des âges aujourd'hui où les jeunes s'expriment de manière plus violente et beaucoup plus jeune. On a un certain nombre de signaux, on a des fragilités, on a des outils, y compris dans l'éducation nationale. Il y a des cellules qui existent, mais avec trop peu de personnes et malheureusement peut-être une coordination insuffisante entre les acteurs sociaux, les acteurs éducatifs, pédagogiques, les acteurs sportifs, les acteurs sociétaux ou locaux. Je crois que si on avait peut-être des outils, nous
on ne demande qu'à avoir des outils sur nos territoires qui nous permettent d'appréhender beaucoup mieux ces situations de radicalité auxquelles nous sommes confrontés. Séraphin Alava, vous êtes en notre compagnie. Je rappelle que vous êtes professeur en sciences de l'éducation à l'université Toulouse-Jean Jaurès et membre de l'équipe Radicalité et Régulation de la Maison des Sciences de l'Homme à Toulouse. On a un auditeur paysan du 47 qui dit sur Twitter « Hélas oui, car ces jeunes sont élevés dans la haine de la France ». Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, il faut rectifier beaucoup de choses que je viens d'entendre et qui sont trop rapides et, à mon avis, caricaturales. Il ne faut pas tout mélanger. La crise adolescente existe et elle peut amener les jeunes à être en rupture sociale ou en voulant être en rupture de leur propre famille. Il y a bien sûr des moments de révolte politique et les individus veulent se révolter politique. Là, nous ne parlons pas de ça. Nous parlons à la fois d'une mise en danger de la population, mais aussi d'une mise en danger des personnes elles-mêmes, car elles sont mises en situation d'embrigadement et elles sont entraînées parfois contre leur gré dans ces événements-là. Bien sûr qu'il faut garder un contact avec la jeunesse, bien sûr qu'on peut ramener à la raison un certain nombre de jeunes qui ont des idées séparatistes ou qui ont des idées un peu cristallisées. Mais bien sûr, il faut combattre ceux qui ont passé le cap de la violence et de la violence extrême et il faut pouvoir simplement les signaler pour pouvoir que la justice fasse son travail. Mais est-ce que, quand on entend certains parents dire on ne s'en est pas rendu compte, est-ce que quand un enfant est radicalisé, ça me paraît dingue de me penser que les parents ne s'en rendent pas compte en fait? Alors, vous avez parlé vous avez parlé de l'internet et des procédures aujourd'hui d'embrigadement numérique, ce que moi j'appelle une cyber-radicalisation. Donc, bien sûr que les parents ont plus de mal à avoir du contact, mais ce n'est pas parce qu'ils sont adolescents qu'ils sont dans l'ère de cachotterie et du déni. Des adultes qui se radicalisent aussi, on ne le sait pas. Donc, certes, il faut faire un gros travail sur internet pour caractériser les discours d'embrigadement, regarder les réseaux qui fonctionnent, et aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur fait son travail de surveiller ces éléments-là, et en même temps, il faut que les jeunes eux-mêmes agissent. Et je connais beaucoup de jeunes qui font des actions civiques pour alerter. La meilleure façon d'aider quelqu'un qui se cristallise, qui se polarise, c'est de pouvoir le signaler à des adultes. Oui. Philippe Bilger. Séraphin Alava, j'adore votre prénom. À chaque fois, je le prononce avec délectation. Vous avez commencé votre intervention en disant que vous aviez entendu beaucoup de choses inexactes. Alors, je ne parle pas de moi, mais il me semblait que mes deux amis avaient dit des choses qui me semblait juste sur le sujet qui est le nôtre. Pouvez-vous préciser ce qui vous est apparu comme faux, à côté de la plaque, si vous m'autorisez l'expression? Voilà. Ça fait plus de 12 ans que je travaille sur ce sujet-là et que j'ai suivi de nombreux jeunes radicalisés. Il n'y a pas de lien entre la volonté à 12 ans, parce qu'on est dans une crise adolescente, d'arrêter le sport et un système de radicalisation. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien dans le fait de se questionner sur soi, sur le monde qui nous entoure, et celui de considérer que le meurtre, l'acte terroriste est la solution. Il y a une différence de niveau. La difficulté pour les éducateurs, les enseignants, c'est de repérer ce qui nécessite alerte et ce qui nécessite éducation et parfois éducation spécialisée. Là, il faut absolument faire un travail de formation, d'information. Les rectorats ont des chargés de mission qui essaient de faire ce travail-là. Mais là, il est certain qu'aujourd'hui, on cumule tous les risques. On cumule une situation où on a cru que le djihad était terminé, que Daesh avait perdu. Nous autres, nous disons depuis longtemps que ce n'est pas vrai. Nous cumulons à un moment donné où la France est dans une phase de tension, de débat par rapport aux actions du monde, et nous sommes là dans des jeunes qui se disent « mais je vais marquer mon nom de l'histoire en faisant des choses horribles ». Donc il faut se mobiliser.
Et il faut se mobiliser pour agir chacun à sa place. Jean Dorido veut réagir. Docteur en psychologie. En fait, j'ai une question à vous poser, parce que donc je note bien que vous, qui êtes un expert du sujet, le fait d'arrêter le sport à 12 ans, ça n'est pas un signe de radicalisation. Moi, j'ai une question pour les parents qui nous écoutent, qui peut-être justement se questionnent, s'interrogent. Quels sont les signes auxquels les parents doivent être vigilants pour, ma foi, détecter une possible éventuelle radicalisation de leur ado ou pré-ado à la maison? Alors, il y a 3 signes qui me semblent, moi, très importants. Premièrement, la rupture des réseaux d'amitié du jeune, le changement quasiment du jour au lendemain des groupes d'appartenance, la rupture de la communication avec la famille et l'incapacité même de donner ces arguments à des personnes qui ne sont pas d'accord, ce qu'on appelle, nous, la question de la créatisation, et une colère, une rage qui ne semble pas être maîtrisée par le jeune et qui va aller sur beaucoup de boucs émissaires. Quand on a ces 3 éléments-là, la famille ne peut plus agir. Il faut passer à des services spécialisés, il faut appeler le numéro vert, il faut que le renseignement vérifie si ce jeune n'est pas en contact de réseaux terroristes. Il faut aussi, et les préfectures le font, que cette enquête éducative soit conduite pour que des groupes spécialisés puissent intervenir à ce jeune pour essayer de le ramener à la raison. C'est difficile pour les parents, ce que j'entends, quand la liste d'aller, entre guillemets, pas dénoncer, mais dénoncer positivement son enfant. L'acte est compliqué quand même, Arnaud Péricard. Non, ça l'est d'autant plus que, si ça se trouve, les parents le sont aussi parfois radicalisés. Moi, ce que je voulais peut-être simplement dire au professeur, c'est que vous ne m'enlèverez pas quand même le doute qu'à partir du moment où on cesse une activité structurante, qui peut être une activité sportive, une activité associative, que l'on est en situation d'échec scolaire, que l'on n'est plus tenu ou structuré, on est peut-être en train d'amorcer une lente dérive vers quelque chose, et ce quelque chose, ça peut être la délinquance, ça peut être peut-être la radicalité. Moi, peut-être l'autre question que j'avais envie de poser... Ou le harcèlement, parce que ça aussi, ça va dériver du harcèlement. Et ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que, alors évidemment, vous évoquez qu'il y a des services, les renseignements territoriaux, l'éducation, etc., mais sur le terrain, moi, je peux vous dire que je ne suis pas sûr que les gens se parlent comme ça. Et donc, il y a une situation peut-être théorique, il y a des cadres d'intervention, d'action qui sont théoriques, mais sur le terrain, voilà, comment on fait pour que les acteurs éducatifs, les acteurs de la sécurité, les acteurs associatifs, peut-être, arrivent à se parler davantage pour appréhender au mieux ces situations. Est-ce qu'il y a un numéro d'urgence, d'ailleurs? Est-ce que ça existe? Oui, il existe un numéro de signalement qui permet de signaler à des psychologues du ministère de l'Intérieur des cas. Tous ces cas sont examinés au niveau national. Ceux qui sont moins dangereux sont rapportés au niveau préfectoral, et les préfectures pilotent des groupes pluridisciplinaires où chaque cas individuel est examiné. Alors, je ne dis pas que tout va bien, mais simplement que nous sommes là face à une crise. Il est essentiel de regarder ce qui fonctionne et de l'améliorer, le renforcer. Et il faut éviter de donner le sentiment qu'aujourd'hui, la jeunesse française est toute dans une situation de radicalisation et de passage à l'acte violent. Voilà. On a notre vrai voué du jour, Christian de Béziers. Rebonsoir, Christian. Oui, rebonsoir. Je me permets d'intervenir sur 2-3 sujets. Est-ce que donc Séraphin a fait une petite étude, une petite analyse comportementale entre les enfants des années 60 et les enfants des années 2020? Je crois qu'il y a une autre question aussi qu'il faut se poser, c'est que là on parle beaucoup des enfants, etc. Mais au niveau de la société, on a eu une sacrée évolution qui fait que les parents ont été contraints de plus se centrer sur leur activité professionnelle que sur leur éducation, que sur l'éducation des enfants. La séparation des couples fait que la mère est au foyer avant, et maintenant, elle n'est plus au foyer. Elle doit travailler pour faire rentrer de l'argent. Donc, elle a plus le temps de s'occuper aussi de ses enfants. Donc, je crois qu'il faut aussi revoir un peu le contexte complet de notre société actuelle pour voir quelle est la raison pour laquelle maintenant les enfants deviennent violents. Si vous les laissez dans le cadre d'une oisiveté et seuls, ils vont chercher des références extérieures à la famille. Et vous n'avez plus du tout le noyau familial.
Et quel est son avis, Monsieur Séraphin? Séraphin Alava, on vous écoute pour répondre à Christian de Béziers. Alors, vous avez dit les années 60, allons jusqu'aux années 68-70, et vous allez trouver la bande à Bader, vous allez trouver Action Directe, vous allez trouver et des jeunes qui s'engagent dans la haine et la violence. Donc, bien sûr que le levier éducatif peut être une des solutions. Mais il y a aussi le développement sans contrainte de discours radicaux extrémistes. Pas seulement le discours extrémiste, le discours suprémaciste blanc qui se développe, le discours complotiste QAnon qui se développe en Europe. Il y a de nombreux discours qui aujourd'hui posent comme solution l'exclusion, la mort ou la destruction de l'autre. Et donc, là aussi, nous avons un travail au niveau de la société et les médias doivent jouer ce rôle-là de lutter contre ces éléments. Et dernier, il y a que dans des situations extrêmes, la jeunesse prend les mauvais choix. Et il faut que nous sachions les anticiper pour pouvoir les aider à ne pas basculer du côté obscur de la force. Oui, il y a un point qui est quand même partant, Arnaud Péricard, c'est la peur. C'est la peur de ce qui va se passer, en fait. C'est difficile pour les parents, c'est difficile pour les familles, le corps éducatif, de signaler, parce que tout le monde a peur aujourd'hui. Même on a peur d'enfants de 15 ans, en fait. Commence à avoir peur de tout et on comprend mieux la prophétie de Michel Houellebecq quelque part dans cette logique de soumission. Mais je pense qu'aujourd'hui on est dans une... Il n'y a pas de raison d'être dans une société de la peur, mais on est dans une société de l'appréhension où, comme je le disais tout à l'heure, on se pose une question quand il faut peut-être organiser dans sa propre salle de classe une minute de silence, parce que ça peut réveiller des choses, ça peut évoquer des choses, on peut être confronté à une difficulté, et c'est normal d'avoir peur quand on est enseignant aujourd'hui, quelque part par rapport à ce que nos enseignants on a peur quand on a un accrochage en voiture de se faire poignarder ou de se faire... Voilà, on a ce sentiment aujourd'hui, mais qui est encore une fois corroboré par des faits réels, et je pense qu'il faut que cette peur elle change de camp. Jean Dorido. Oui, non, c'est un fait que quand on voit le nombre de mômes qui ont refusé la minute de silence en hommage à Dominique Bernard, on a l'impression que le surmoi a disparu. En tout cas, alors, ce sont des termes freudiens. En tout cas, la norme sociale, si vous voulez, d'unité, de solidarité et de respect des valeurs universalistes et humanistes qui sont les valeurs de la France républicaine, ça c'est vrai que cette norme sociale elle bat de l'aile, et c'est un vrai souci, et en même temps on peut comprendre ces enseignants, c'est un fait, qui ont peur, surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui, ça va très très vite, d'avoir vraiment de gros problèmes. En tout cas, je rappelle, il y a un numéro vert qui existe, c'est bien de le rappeler, c'est le 0800 05 696 qui a été mis en place pour les personnes qui s'inquiètent du possible embrigadement d'une personne de leur entourage. En tout cas, ce numéro est disponible. Merci beaucoup, Séraphin Alava, d'avoir été avec nous, professeur en sciences de l'éducation à l'université de Toulouse-Jean Jaurès et membre de l'équipe radicalité et régulation de la Maison de sciences de l'homme de Toulouse. Merci.